Allô Vincent? Salut Calvin, tu Salut m'entends? Vincent. Ça va bien, ouais, je t'entends bien. Vous m'entendez? Ouais, super. Alors Calvin, qu'est-ce que tu fais à San Francisco? Alors moi je travaille ça fait depuis 6 mois, je travaille pour Google en fait, je travaille toujours, j'ai pas perdu mon emploi, malgré mon statut d'intérimaire d'ailleurs. Et t'es là-bas depuis combien de temps? San Francisco, ici dans la baie, ça fait 6 mois, depuis septembre 2019, et aux États-Unis ça fait 4 ans. J'étais à Los Angeles avant. D'accord. Ouais, Et alors, donc depuis 6 mois, donc tu es à San Francisco, donc tu as ouais, vu arriver la crise du coronavirus depuis le début. tout à fait, ouais, tout à fait, Alors, depuis le début. comment ça s'est passé? Quels étaient les signes avant-coureurs? Alors au début, on a commencé à entendre ça c'était plutôt dans les news en fait, dans les informations. Il n'y a pas eu vraiment de directives tout de suite. Je crois que les premières directives, c'était au mois de fin janvier, début février. On a eu un circulaire donc, de la part de Google au niveau travail qui nous disait, voilà, faites attention, quelque chose se passe, sans plus, sans plus. Et ensuite, alors je ne me rappelle plus des dates exactes, mais avant de passer en quarantaine, on a eu 1 ou 2 semaines où c'était une quarantaine optionnelle, entre guillemets. C'est-à-dire, si on voulait aller au bureau, il n'y avait pas de problème, mais si on se sentait mieux de travailler à la maison, on pouvait rester chez soi, en fait. Donc, il y avait cette option au niveau du travail, en tout cas au niveau du mien. Euh, mais ici, ça s'est fait assez tard, en fait. Je crois que ça s'est fait après la France, la quarantaine officielle et globale. Ça s'est D'accord. fait une semaine après. Et si tu sors, il se passe quoi concrètement? Est-ce qu'il y a des policiers qui vous... Eh ben non, justement, ça c'est la grande différence en France. Par exemple, là, pendant que je te parle, j'ai vu quelqu'un qui court tous les jours. En fait, moi, je suis assis ici, j'ai une grande fenêtre qui donne sur la rue, et voilà, tous les jours, il y a des gens qui courent, les gens promènent leurs chiens, les gens se baladent. Il y a beaucoup moins de trafic. Enfin, j'ai pas vraiment conduit et je me suis pas vraiment baladé récemment parce que on n'a pas ressenti le besoin. Et la raison pour laquelle on n'a pas ressenti le besoin, c'est parce que tout est fermé. Ça, c'est quelque chose qui est pas différent en France. Tout est fermé, mais les gens sortent. Tu peux sortir. Tu vas pas te faire arrêter par la police. Peut-être que allez, si vraiment t'es dehors avec un groupe de potes et que tu bois des bières et que tu fais la fête et que tu t'en fous complètement, là, tu as un risque de te faire arrêter, mais c'est beaucoup, beaucoup plus souple qu'en France. On n'a pas resté chez vous, prenez votre papier avec vous, tout ça. Non, il n'y a pas de ça ici. Il n'y a pas de ça. Et malgré ça, le confinement est globalement respecté ou pas? Ouais, ouais, c'est assez respecté en fait. Les gens sortent pas trop. On voit pas, quand on sort, on voit pas vraiment beaucoup de gens dans la rue, mais je vois toujours des gens voilà, qui vont faire leur jogging, etc. Donc il y a une sorte de conscience générale et de discipline en fait qui D'accord. est plutôt intéressante. Ah ouais. Tu peux nous montrer là ce que tu as vu là, ce que tu vois depuis chez Bien toi? sûr, bien sûr. Alors là, il n'y a pas vraiment beaucoup de gens dehors, malheureusement, mais je vais te montrer. Je sais pas si tu peux voir bien ce qui se passe. Donc là, Ouais, c'est ouais, je la vois. rue, et en fait, là, on a une avenue qui est assez grande ici. Je sais pas si tu la vois bien. Ouais, ouais. Euh, bon, il n'y a pas beaucoup de trafic. Il est 9h30 du matin, D'accord. mais bon, là, il n'y a personne. Euh, Ok. peut-être un peu plus tard, quand il y aura quelqu'un qui va courir, je te montrerai. Ouais. Parce que là, il n'y a personne. Il est un peu tôt. Les gens se lèvent pas très tôt ici. C'est un truc à savoir. Ok, donc c'est intéressant de savoir que quand même sans contrainte, sans amende, les gens respectent globalement le confinement, ouais, d'accord. Et Voilà. Et alors, pareil pour tout ce qui est gestes barrières, etc. Quand tu vas dans les magasins, tous les magasins à la caisse ont des limitations. Voilà, il faut vraiment être à hmm. 6 pieds. Beaucoup de gens ont des masques. Concrètement, comment elle se traduit cette crise économique qui a déjà démarré aux États-Unis? On a vu que le chômage a explosé. Est-ce que toi, tu l'as vu de tes yeux au quotidien, cette crise économique? Alors, personnellement, non, parce que moi et ma compagne, on a toujours nos emplois, donc on n'a pas été touchés Hmm. par ça. Après, on a essayé de s'intéresser, par exemple, à la bourse pour voir un peu, bon, voilà, on a un petit peu d'argent de côté. Peut-être qu'il y a un coup à faire, en fait. Et en fait, on a regardé la bourse, tout ça, et c'est vrai qu'il y a eu un gros crash, mais les grosses entreprises, en fait, ici,
les cotes à la bourse sont toujours grandes, en fait. Rien ne change pour eux. Je pense que la crise économique, en fait, elle affecte énormément les petites entreprises, tous les petits business. Il y en a beaucoup ici, ça se fait beaucoup. Vous savez, les petits coffee shops, les petits magasins de fringues, tous ces gens qui sont indépendants, qui ont un peu de sous, qui ont voulu faire leur propre entreprise. On a des amis qui sont dans ce cas-là à Los Angeles et concrètement, voilà, ils ont fermé boutique de manière temporaire et certains ils ferment la boutique définitivement parce qu'ils peuvent pas, parce que ça coûte cher d'entretenir et si d'un coup vous avez plus de clients, même pendant 2 mois, c'est mort. Donc je pense que c'est beaucoup de petites entreprises qui ont dû fermer et ça a dû vraiment faire un gros coup à l'économie, surtout locale, parce que c'est le pain et le beurre, quoi. Sans ces gens-là, voilà, c'est vrai que l'économie en prend un coup. Mais les grosses entreprises, d'un point de vue personnel, et d'après les chiffres que je regarde un peu, franchement, il ne se passe rien pour eux, hein. Eux, tout va bien. Apple, Google, je pense pas qu'ils ont de problème. Chez Google, il n'y a pas eu de réduction de personnel, quoi. Ah non, enfin, j'en ai pas entendu parler, pas dans mon secteur en tout cas. Et est-ce que les Américains, de par leur système de santé qui est quand même différent de celui de la France, qui est un système de santé fondé sur les polices d'assurance privée, est-ce que les Américains ont plus peur du coronavirus que les Français, à ton avis? Ah oui, je pense surtout d'un point de vue économique, parce que c'est tellement plus cher ici. Les assurances maladie privées, c'est vrai que c'est assez cher, hein. En général, c'est moi je sais que je paye personnellement 300, un peu plus de 300 $, et c'est le strict minimum en fait. 300 C'est $ vraiment par mois? pour le strict minimum par mois. C'est-à-dire par mois, par mois je paye 300 balles. Et c'est vraiment pour le strict minimum, que ce soit la dentition, la vision, les choses vraiment très, très génériques, voilà, tu vas voir un dentiste 1 fois par an ou 2 fois par an, etc. Tout ce qui est urgence, là, il faut avoir une bonne assurance pour être pris en charge correctement. Moi, je sais que si demain je vais aux urgences, je vais raquer. Je vais raquer parce que comment on appelle ça, ma franchise, ça va être 5000 balles. Ah oui. Donc ça veut dire qu'en fait, je vais payer les 5000 premiers dollars. Mais moi, je peux pas payer 5000 balles, c'est pas possible. Donc il y a tellement de gens qui sont dans cette situation que les gens ont peur en fait d'aller aux urgences. Les gens ont peur. C'est ça qui fait en fait que le confinement est quand même respecté, sans amende, sans policier dans la rue, etc. Je pense que c'est d'ailleurs la raison principale. Après, c'est vrai que t'as pas envie de tomber malade parce que tu sais pas ce qui peut t'arriver. Il y a toujours cette peur en fait, cet entretien de la peur aussi. Mais oui, je pense que si t'as pas peur au niveau de ta santé, t'auras peur au niveau de ton argent, quoi. Au niveau de ta survie, parce que sans argent, tu peux pas vivre, hein. Il y a pas de protection ici. Si demain t'as plus d'argent, t'es dehors. Bah écoute, Calvin, merci beaucoup pour ton témoignage. C'est très intéressant et très gentil de ta part d'avoir témoigné. Mais avec plaisir, Vincent. Merci à vous ou à toi. Je sais pas si je te tutoie, mais merci en tout cas. On se tutoie. Ok, merci à toi alors. Merci à toi et à toute l'équipe. Merci beaucoup. On reste en contact, Calvin. S'il se passe quoi que ce soit, t'hésites pas, hein. Il n'y a pas de problème. Bon courage à vous, ok? Merci beaucoup. Allô? Allô? Salut Thomas. Bonjour. Ça va? Comment allez-vous? Très bien, on peut se tutoyer hein, si tu veux, ça te dérange pas. Ouais, pardon. C'est plus simple, non, mais il n'y a pas de problème. En plus, je vois qu'on a à peu près le même âge. Toi, tu bosses dans quoi? Alors moi, je travaille pour une boîte internationale et je suis analyste. D'accord. Ok. Une boîte donc, américaine. Donc tu mais peux qui a des bureaux un peu partout, donc ouais. Tu peux bosser depuis chez toi, quoi. Du coup, je travaille depuis chez moi depuis le 13 ou 14 mars, à peu près pareil au même moment que la France. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est ma boîte qui a pris les initiatives et qui a dit bon, à partir de je sais plus si c'était un vendredi ou un lundi, ils ont dit voilà, à partir de ce jour-là, travaillez depuis chez vous. Et ensuite, c'est l'État et le comté qui ont suivi un peu plus tard avec leurs consignes de confinement. Ouais. Et les Américains autour de toi, là, c'est tes voisins et ceux avec qui tu travailles, globalement, ils en pensent quoi de cette crise? Est-ce qu'ils ont peur du virus, peur de la crise économique? C'est plutôt la crise économique, ouais. Le virus en soi, tout le monde a un peu l'impression que ça va s'arranger un jour ou l'autre.
que ce soit bientôt ou pas. Mais ouais, c'est vrai que la crise économique, c'est plus compliqué. Moi, dans mon entreprise, on a beaucoup qui ont été au chômage technique. Moi, personnellement, je suis au chômage partiel. Personnellement, j'ai reçu le chèque, ce qu'on appelle le chèque de Trump de $1 200. Donc, j'ai reçu un virement, en fait, électronique de $1 200 directement sur mon compte en banque. J'ai rien eu à demander. Enfin, c'est arrivé directement sur mon compte en banque selon les taxes que j'avais remplies, soit l'année dernière ou l'année d'avant, je sais pas. Et par rapport à la chloroquine, parce que ça, c'est un débat quand même qui est fort en France. Je sais pas si tu en as entendu parler du professeur Raoult de Marseille, qui lui, préconise la chloroquine comme traitement contre le Covid-19. On a vu que Trump avait repris ça à son compte, malgré les doutes de son conseiller en santé, je me souviens plus de son nom. Est-ce que toi, t'en as entendu parler concrètement ou pas? Ouais, alors on en parle un peu pareil. Alors nous, on n'a jamais entendu parler du professeur Raoult, du moins de ce que j'ai compris aux États-Unis. De la chloroquine, oui. Parce qu'à la base, je pense que c'est des Chinois qui ont fait ces études-là ou qui ont découvert ça. Donc, alors en France, j'ai l'impression que les gens pensent que c'est le professeur Raoult qui a découvert ça et que, je me rappelle, on parlait faut lui donner le prix Nobel, etc. Donc, je pense qu'on n'en est pas là. Aux États-Unis, donc il y a un débat autour de ça. Trump veut pousser pour ça. Un peu de la même façon que de toute façon on n'a rien d'autre, donc autant essayer. Donc je crois qu'ils ont fait des stocks de ça. Donc c'est assez rassurant si ça marche. Donc, et pareil, il y en a qui disent qu'il y a des risques, etc., que ça faut pas se faire. Alors j'ai entendu parler aussi que peut-être Trump avait des intérêts avec le fabricant de la chloroquine, je crois que c'est Sanofi d'ailleurs, je suis même pas sûr. Donc j'ai entendu parler de ça aussi, donc je sais pas trop. Et aux États-Unis, ils parlent pas du tout du professeur Raoult. Alors moi les seuls moments où j'ai entendu parler du professeur Raoult, c'est par des canaux français. J'ai pas entendu parler de lui via les canaux américains. Okay, et ils ont parlé de la chloroquine, mais pas du professeur Raoult. D'accord, ok. Et les attaques que fait Trump à l'encontre de la Chine, très régulièrement, et d'ailleurs au-delà même de la question du coronavirus, quel impact ça a aux États-Unis? J'ai pas l'impression que ça a un impact énormément, parce que Trump attaque la Chine depuis qu'il est au pouvoir, même avant, depuis qu'il est dans la politique. Du coup, ça n'a pas énormément changé. Alors, je n'ai pas entendu qu'il dise ça pour l'instant, mais je pense que ça va venir, où il va dire que justement, voilà, je vous avais dit que la Chine, il faut savoir s'en séparer, ou du moins s'en protéger. Donc je pense qu'il va venir à cette rhétorique à un moment. Mais c'est vrai qu'on sait qu'il essaye un peu d'assister. Par exemple, il dit il y a un débat autour de ça, de parler du virus chinois ou du Covid-19 ou de SARS-2, enfin bref. Donc Trump aime bien dire le virus chinois pour justement un peu pointer du doigt un peu là où ça fait mal. Et juste avant le coronavirus, on l'oublie trop souvent, mais on a quand même frôlé une guerre avec l'Iran, entre les États-Unis et l'Iran. Il y a eu des bombardements réciproques. Ouais, c'est vrai. C'est beaucoup de choses déjà, c'est en 2020. On est passé de la Troisième Guerre mondiale à la guerre zombie, quoi, tu vois, la propagation du virus. Mais non, le truc, c'est est-ce que les Américains ont totalement oublié le chapitre Iran? C'est devenu la Chine, quoi, maintenant. Ouais, alors, en fait, l'Iran n'a jamais été... Trump était très fort là-dessus, mais je pense que l'Américain de base, l'Iran, bon, on s'en fout un peu, en fait, au final, c'est... D'accord. Ouais, je pense qu'il y avait... Parce que la Chine, en soi, parce qu'on a beaucoup de produits chinois aux États-Unis, etc., alors que l'Iran, c'est vrai que l'influence sur le quotidien de l'Américain moyen est quand même beaucoup moins élevée. D'accord. Donc aussi, je sais aussi que l'Iran, c'était un des premiers pays à être vraiment touché par le virus, il me semble. Ouais. T'es inquiet pour ta famille en France? Ouais, c'est vrai que en fait, le fait d'être loin, ça rend les choses plus compliquées parce qu'on se rend pas vraiment compte de comment ça se passe. Parce que si on regarde les infos, etc., on a l'impression que c'est un peu la fin du monde. Pareil, j'ai un pote qui est à New York où sa copine est partie juste avant le début de la pandémie. Du coup, elle regarde ça de l'extérieur et pareil, elle panique parce qu'elle croit que tout est en feu, que c'est la fin du monde là-bas. Mais
Du coup, j'essaie de relativiser. Bon, je les appelle quand même assez régulièrement et ça a l'air d'aller. Donc ça me rassure. Mais c'est vrai qu'au début, j'avais plus peur. Maintenant, je me sens un peu plus rassuré. Je sais qu'ils font attention. En plus, ils sont dans le sud de la France où il y a quand même un peu moins de cas que dans d'autres régions. Donc ça me rassure. Ouais, puis j'espère que ça va se régler bientôt. On verra bien. Merci beaucoup. Ouais. Merci Vincent, ça m'a fait plaisir. Et moi, c'est à moi que ça fait plaisir, Thomas. Merci. Courage à toi, Thomas. Merci. Bon courage. Salut et merci. Hayat. Oui. Ça marche. Ouais. Alors, comment ça va? Ça va bien, et vous? Ouais, ça va, merci. J'ai appris que vous étiez à Dallas, donc, au Texas. Et alors, comment ça se passe là-bas? Dites-moi. Le confinement au Texas, là, on vient d'avoir le gouverneur vendredi qui vient de dire que lui, il va commencer à réouvrir, je pense, quelques magasins et quelques commerçants à partir de la semaine prochaine. L'école est fermée, en fait, jusqu'à la fin de l'année. Il va falloir faire l'école en ligne, comme on a fait depuis à peu près un mois maintenant. Le Texas est-il beaucoup touché par le coronavirus ou pas? Non, pas autant que les autres États, c'est-à-dire que New York, la Louisiane, la Californie, c'est là où vraiment c'est une catastrophe. Enfin, c'est ce qu'on nous dit, bien sûr. Et le Texas, non, pas aussi touché que ça. Dans plusieurs États, il y a quelques manifestations où les gens demandent la réouverture des États. Ils demandent le déconfinement. Ah oui, ils demandent le déconfinement complet. Ok, et vous en pensez quoi? Bon, je ne sais pas si vous voulez vraiment mon opinion. Moi, je pense que c'est plus quelque chose qui a été inventé pour contrôler les populations. Mais bon, ça, c'est mon opinion personnelle. Et bah oui, quand vous faites des recherches et vous discutez avec les docteurs, moi, je sais pas, j'ai une amie qui est nurse. J'ai plusieurs amis nurses, mais j'ai une amie qui est nurse. Et elle n'a vu aucun cas pour le moment. Et elle travaille dans un hôpital très connu de Dallas. Vous-même, vous avez vu aucun cas de coronavirus autour de vous? Aucun. Ouais. Donc là, je vais arriver dans ma rue. Je vous en prie. Je vais me garer. Il n'y a pas beaucoup de gens dehors, mais il y a quelques personnes en poussette. Attendez, je vais retirer ça. En fait, il faudrait que je fasse comme ça. Ah, bah c'est beau chez vous, dis donc. Si vous voyez. Oui, enfin, j'habite dans un beau quartier de Dallas quand même. Ah, je vois ça, ouais. J'ai de la chance. Bon, vous voyez, il y a un jardinier. Ok. Puis il y a des gens là-bas avec des poussettes, des chiens. Ok. D'accord. Donc, c'est très vert chez vous. Vous voyez, il hein. n'y a pas grand-chose. Hein. Ça m'intéresse quand même ce que vous pensez. Vous pensez que tout ça est une machination pour contrôler les populations? Ah oui, tout à fait. En fait, il y a plusieurs docteurs. Bon, j'ai commencé à faire quelques recherches personnelles juste parce que, j'ai pas mal de temps puisqu'on ne peut pas faire ce qu'on fait d'habitude. Il y a un docteur qui veut se présenter au Sénat américain. Il s'appelle Dr Shiva et c'est quelqu'un qui pense que les nombres ont été exagérés en fait, il est en train il a écrit une pétition pour demander la sortie d'un des messieurs qui est juste à côté de Trump à chaque fois qu'il parle. Il y a un monsieur qui s'appelle Dr Fauci. Mm-hmm. Et lui, il fait partie de, comment on dit en français, World Health Organization, l'Organisation mondiale de la santé, il me semble. C'est ça. La traduction, c'est ça. Et ce monsieur-là, il est quand même assez, je ne sais pas comment, mon français n'est pas aussi bon qu'avant, hein, je suis désolée. Il est prudent, on va dire. Il donne des conseils de prudence à Trump. Non, il ne donne pas des conseils de prudence. Lui, il demande à ce qu'on élargisse le confinement. Oui, c'est ça, ouais. Qu'on élargisse les distances entre les gens. Il demande aussi il y a un vaccin qui est testé maintenant. Il me semble, c'était à Seattle que j'ai entendu. On essaye sur des personnes un vaccin pour le coronavirus. Et lui, il dit qu'il faudrait peut-être même pas tester, qu'il faut juste le donner aux gens. Vous dites que donc ce conseiller en santé de Trump... c'est un docteur, mais c'est un docteur qui est dans la fondation avec Bill Gates et Melinda Gates. Mm-hmm. Et aussi, il fait partie d'un des conseillers de Hillary Clinton. Quel serait l'intérêt de ce monsieur?
de vendre des vaccins? Bah, par exemple, oui, le vaccin, c'est sûr. Hein. Ça, c'est certain qu'ils veulent vacciner tout le monde. Et il me semble que c'est aussi connecté à la 5G, tous ces bêtises-là. Ah, ok. Et parce que, exemple, c'est vrai que pendant qu'on est confiné, par exemple, ma compagnie de téléphone, Sprint, ils viennent juste de lancer une grande campagne 5G alors qu'on est, on est en confinement, quoi. Oui, mais est-ce que scientifiquement, il a été prouvé que la 5G peut causer le coronavirus? C'est ça la question. Ça ne peut pas causer le coronavirus, mais je pense qu'ils ont fait un petit peu, comment dire, avec le coronavirus, les gens sont tellement concentrés sur le coronavirus qu'ils se foutent de ce qui se passe à côté. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Les gens ne font pas attention. C'est surtout ce que je pense. Et puis, bien sûr, il n'y a pas que moi. Il faut faire des recherches. Il faut lire, il faut écouter. Moi, j'écoute les médecins. Et puis aussi, je vois. Mais justement, alors, il y a quand même beaucoup de médecins qui disent, enfin, en tout cas en France, je ne connais pas la situation aux États-Unis, mais en tout cas en France, on voit beaucoup de médecins, d'infirmières qui disent eux-mêmes dans des lives que la situation dans les hôpitaux est quand même très tendue, voire même dramatique. Ce sont les premiers défenseurs du confinement. Comment expliquez-vous alors que dans le monde entier, les causes de mort pulmonaire qui sont... D'habitude, il y a des infections pulmonaires qui tuent pas mal de gens dans le monde. C'est connu. Puis aussi, il y a des cas de grippe qui sont descendus. Enfin, on dit... certains de ces médecins que j'écoute, ce qu'ils disent, c'est qu'on dit on donne chaque mort qu'il y a dans les hôpitaux. On ne fait pas de vrais tests pour savoir est-ce qu'ils sont vraiment morts avec le coronavirus ou du coronavirus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Si vous avez une maladie cardiaque, si par exemple vous êtes quelqu'un qui a un système immunitaire et vous avez des maladies cardiaques ou vous avez le diabète ou quelque chose comme ça, si vous attrapez la grippe par exemple, vous avez beaucoup plus de chances d'en mourir que si vous étiez en pleine santé. Oui. Donc si vous regardez les nombres de gens les nombres de morts qui ont baissé parce que le coronavirus a augmenté, je veux dire, il faut quand même commencer à douter un petit peu, non? C'est votre droit le plus absolu de douter. Je vous encourage même à douter. Ah, je doute toujours. Par contre, il faut que ce doute se fonde sur une réalité tangible et scientifiquement quand même établie. En même temps, il y a la contradiction fondamentale de ce doute. Ce doute est très sain, hein, de douter, c'est très bien. Mais sa contradiction fondamentale, c'est que c'est la crise économique. C'est-à-dire que pourquoi ferait-il tout ça si ils perdent de l'argent par cette action? Parce qu'en gros, c'est ça qui se passe. C'est que... vous savez que je pense qu'ils ont un agenda, comme je disais, qui est très différent de ce qu'on pense. Par exemple, l'agenda de Bill Gates, il l'a dit il y a plusieurs années, plusieurs fois, il l'a dit, que lui, son agenda, c'est la dépopulation. Dépopulation, comment vous pensez que ça arrive? Ouais, ce serait... ce serait très, très machiavélique comme plan quand même. Hein, je veux dire, lui, il pense qu'il n'y aurait pas d'autre solution pour l'humanité que la dépopulation. Donc, c'est quelque chose qu'il dit. Hein. Et en plus, il le dit, dépopulation par le vaccin. Vous devriez le rechercher. Hein. Ce qu'on dit, ce qu'on entend, c'est que le but ultime, c'est vraiment d'avoir une microchip sur les... Enfin, voilà, on va vous injecter une puce et on va savoir quand vous voyagez ou si vous voulez un job ou si vous voulez votre permis de conduire. Enfin, aux États-Unis, c'est ce qu'on entend. Hein. Mais qui dit ça? Qui dit ça aux États-Unis? Pas mal de docteurs, pas mal de gens qui n'y croient pas à tout ça. Et qui disent que le but ultime, en tout cas, le but ultime de Bill Gates, c'est ça. C'est d'avoir que 100% de la population vaccinée avant la fin de 2022 et d'avoir une espèce de puce pour savoir qui est vacciné et qui n'est pas vacciné. Et si vous n'êtes pas vacciné, donc vous ferez partie des dissidents, des révolutionnaires ou des résistants et vous serez coincé quelque part. Déjà, moi, le confinement, je vous dis tout de suite, je n'y ai pas cru du tout. Hein. Depuis le début, puis de toute façon, j'ai la chance de pouvoir aller au travail. Je vais dans les magasins, je vois comment les gens réagissent et je vois bien que les gens ont peur. Mais moi, je ne sais pas si la peur est fondée. C'est-à-dire que vous-même, vous n'avez pas peur de tomber malade?
Pas du tout. Ah bon, d'accord. Donc, vous pensez qu'on invente les chiffres des malades, qu'il n'y a pas de coronavirus, en fait. Vous pensez qu'il n'y a pas de coronavirus? Moi, je pense qu'il y a un coronavirus. Non, je pense qu'il y a un coronavirus, mais je pense que les chiffres sont vraiment gonflés, exagérés, mais complètement exagérés. Je vais vous donner un exemple. Bien sûr, ma sœur va être fâchée contre moi, mais j'ai une sœur et elle a emmené son fils à l'hôpital il y a 2 semaines parce qu'elle a eu peur, il a eu de la fièvre. Elle l'a emmené à l'hôpital Robert Debré. C'est connu comme hôpital. Et elle arrive à l'hôpital. Bien sûr, on est resté en ligne puisqu'on voulait savoir si mon neveu allait bien et il a 1 an. On voulait savoir si tout allait bien, mais en fait, c'est avéré que c'était une otite et qu'elle m'a dit, mais c'est bizarre, il y avait vraiment personne à l'hôpital, quoi. Personne. Il y a 2 semaines, il me semble que les chiffres en France étaient assez grands. Mais justement, il n'y a personne parce que les services, premièrement, sont fermés, hormis ceux du Covid-19, et que les gens ne vont pas à l'hôpital parce qu'ils ont peur de contracter le coronavirus. Et qu'en plus, les malades du coronavirus sont confinés eux-mêmes dans leur chambre et qui ne reçoivent pas de visite. Donc c'est pour ça qu'il n'y a personne dans les salles d'attente. Ah oui, non, moi j'y Il me crois semble, pas. C'est hein, dommage qu'on puisse pas aller vérifier. Moi, je peux pas aller vérifier non plus, quoi. J'ai pas le droit d'aller à un hôpital, sauf si j'ai des symptômes. Et puis, il y a toute une... Il y a tout un protocole à suivre si on devait le faire, mais bon. Mais alors, il y a aussi quelque chose qui m'interpelle. Ça m'intéresse, hein, ce que vous me dites, hein, ça m'intéresse et je réfléchis. Comment se fait-il qu'il y ait un consensus mondial de tous les gouvernements de la planète quasiment, qui va de la Russie, les États-Unis, les pays européens, l'Italie, la France, bien sûr, l'Allemagne, etc., la Grande-Bretagne, et même l'Amérique du Sud, l'Afrique. Comment ? Je regarde vos vidéos de temps en temps. Vous ne pensez pas que le monde, tous ces gens-là sont connectés d'une certaine manière, les 1% de la planète à qui tout appartient, vous ne pensez pas qu'ils sont tous un peu connectés d'une certaine manière? Moi, je doute de vos doutes aussi. C'est le stade ultime du doute, c'est de douter de ceux qui doutent. Mais je m'interroge, en fait, Et je me dis quand même, c'est quand même énorme comme plan. C'est un plan énorme. Si plan il y a, leur plan a changé en cours de route parce que au début de la crise, ils nous expliquaient, ces mêmes médias qui aujourd'hui font peur aux gens, comme vous dites, ces mêmes médias disaient qu'il n'y avait pas de problème, que c'était une simple grippe, que c'était rien, qu'il fallait pas s'exciter, qu'il fallait pas fermer les frontières. Donc le plan, il est un peu erratique quand même. Ah oui, non, mais je pense que c'est parce que, là, par exemple, aux États-Unis, ils avaient bien vu Trump tout au début, quand ça a commencé, il a dit que c'était juste un plan des démocrates pour le faire descendre. Je pense juste que là, pour moi, c'est une manière de contrôle et une manière de vraiment de savoir ce que vous faites à tout moment. Hayat, merci beaucoup pour votre témoignage en tout cas. C'était très intéressant. Non, merci. Ok. Et je pense que ce que vous pensez, beaucoup de gens le pensent, mine de rien. J'espère. Hein. Merci en tout cas. Et puis, dans tous les cas, prenez soin de vous. Hein. Vous inquiétez pas. Ça marche. Vous aussi. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Ou bonne soirée. À bientôt. Merci, au revoir. Salut Louis. Salut. Ça va? Oui. Alors, tu es à Sacramento? Près de Sacramento? Ouais. Je suis vraiment entre les deux, en fait. Je suis entre Sacramento et San Francisco. Et comment t'es arrivé là-bas? Je suis arrivé il y a 5 ans en tant qu'au pair. Et puis finalement, je suis resté. Tu aimes la vie aux États-Unis? Oui et non. Beaucoup de choses qui me manquent quand même en France. Mais j'aime ce que je fais ici, ouais. Et tu fais quoi? Je travaille dans un truc d'escape room. Dans une agence d'escape room. Je m'occupe de faire des jeux pour enfermer des gens dans des salles et pour qu'ils résolvent des puzzles. Tu confines les gens dans des salles. Voilà, c'est ma vie. Je les confine. Malheureusement, ça dure qu'1 heure. Hein. Ouais. Là, c'est un peu plus long. Là. Ça fait 1 mois, toi, que t'es confiné. Ouais, ça fait 1 mois et 2 jours, exactement. Mais j'ai pas l'impression que ça fait Moi, je suis sorti hier, je suis allé à San Francisco hier, justement, pour aller me rendre compte un petit peu comment ça se passait. Et vraiment, là où j'habite, j'ai de la chance parce que ça se passe pas comme à San Francisco où c'est vraiment la galère, quoi. T'as vu quoi là-bas?
ils font la queue pour faire des magasins, enfin pour aller au supermarché. Il y a une queue qui fait tout le tour du bâtiment, donc tout le tour du bloc. Il y en a moi, j'ai fait la queue parce que il fallait que j'achète des trucs bien spécifiques en ville, donc je suis allé dans ce magasin. Ça a dû mettre 45 minutes avant de pouvoir rentrer dans le magasin. Et une fois dans l'arrivée à l'entrée du magasin, il faut se laver les mains, porter un masque, etc. pour aller dans le magasin. Il y a plein de trucs bizarres. Moi, chose que ici on fait pas du tout. Je suis vachement reculé, on va dire, dans la campagne, pardon. Et du coup, moi j'ai un magasin qui est. J'habite dans une communauté en fait, et dans cette communauté, on a un magasin et du coup, il suit pas du tout les mêmes normes visiblement que la ville. Une communauté, c'est-à-dire? Je vais être catégorisé assez vite, mais je vis dans une communauté de tiny house. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est des maisons en bois qui sont fabriquées comme une caravane, si tu veux, mais sont en bois. Et donc, moi, j'habite dans une communauté comme ça, où un immense parc avec une piscine au bord de l'eau, là. C'est très joli. Et donc, du coup, c'est pas cher. C'est pour ça que j'ai pris ça, parce que je voulais pas... parce que les loyers, c'est une fortune ici. Ça vaut 4000 balles pour un malheureux studio. C'est pas possible. Je trouve ça hallucinant et ça m'intéresse pas du tout. Moi, je préférais prendre une maison où c'était la mienne. Je pouvais me déplacer forcément, puisque du coup, je sais jamais où je vais être, dans quel état je vais être. Donc, je peux me déplacer facilement avec. Je la tracte avec un pick-up, et voilà. D'accord. Comment tu vois l'avenir aux États-Unis? Parce qu'il y a une crise économique monumentale là qui arrive, qui est déjà là d'ailleurs. Je pense que ça va durer un moment. Parce que ça va durer un long moment. Déjà pour rentrer en France, ça ne sera pas possible avant la fin de l'année. Donc je pense que tout ce qui va être compagnie aérienne, ça va être la cata. Ça va être la cata de fou. Tout ce qui va être voyage, tout ce qui va être tourisme, tout ça, ça va être la cata aussi. Et puis qu'est-ce qui va être après le confinement? L'économie va tout dépendre de comment va se passer le après confinement. C'est-à-dire est-ce qu'on va devoir toujours porter un masque? Est-ce qu'on va devoir toujours porter des gants? Est-ce qu'on va devoir toujours être à 6 pieds, je crois que c'est 2 mètres, c'est ça en français, 2 mètres de distance, des choses comme ça, c'est l'économie qui va décider comme ça. Parce que moi, par exemple, mon travail, jamais on pourra mettre des personnes à 2 mètres d'écart dans un jeu. C'est pas possible. Ouais. Donc des compagnies comme ça va être compliqué à mettre en place, quoi. Donc je pense que l'économie va être basée sur comment va être l'après-confinement. Et je pense que l'après-confinement, ça va pas être pour tout de suite, parce que Trump nous dit que dans 15 jours, on repart au boulot. Enfin, dans 3 semaines, on repart au boulot. Je ne pense pas que les États-Unis soient prêts pour retourner au boulot dans 3 semaines. Je pense que les gens sont prêts, mais est-ce que le virus est prêt à nous laisser tranquilles? Je pense pas, non. Louis, merci à toi. Et porte-toi bien surtout. Fais attention quand même. Hein. Ouais, je ferai. Ciao. Allez, salut. Bonjour. Corentin, bonjour. Oui, bonjour. Ça va? Oui, ça va et vous? Très bien, merci. Alors, je sais que vous êtes rentré de New York, c'est ça? C'est ça. Et racontez-moi alors, comment c'était là-bas? Pourquoi vous y étiez? Et quelle était la situation? J'y étais depuis 1 an et demi en fait. D'accord. Donc j'ai commencé à travailler là-bas en mars 2019. Avant j'étais étudiant, donc j'étais étudiant aux États-Unis. Et j'ai commencé à travailler dans une entreprise de location de caméras sur Manhattan, donc en mars 2019. Et j'ai continué jusqu'en mars 2020. Et après, j'ai dû arrêter mon travail puisque mon entreprise a dû fermer ses portes au public à cause du coronavirus, puisqu'il n'y avait plus de clients. Les clients arrêtaient les tournages, donc ils venaient plus louer de caméras. D'accord. Et on a dû fermer. Et voilà, et tous mes collègues sont partis en congé ou alors ont démissionné en fait. Et moi, j'ai mis fin à mon visa, donc j'ai dû rentrer au pays, quoi. Donc toi, tu as bossé pendant 1 an et demi aux États-Unis et donc tu étais en plein dans la crise du coronavirus, tu étais à New York. C'est ça? Oui, complètement, ouais. Okay. Je vivais à Brooklyn et je travaillais à Manhattan, donc en plein cœur de New York. Alors comment tu as vu arriver cette crise? Comment ça s'est passé?
pas vu arriver, en fait. C'est assez surprenant. En fait, donc à la base, je travaillais comme tous les jours. J'étais dans l'entreprise et les clients, en fait, venaient et on a su que le coronavirus était arrivé aux États-Unis très tardivement puisque à la base, il était en Chine. Ensuite, il a traversé l'Iran, il a fait l'Italie et après toute l'Europe a été contaminée. Mais aux États-Unis, je dirais jusqu'à février, en fait. Jusqu'à février, on était très tranquille, on s'en inquiétait pas et personne ne s'en inquiétait et le gouvernement était assez rassurant par rapport à ça. Et il est quand même arrivé aux États-Unis, donc par la côte ouest. En fait, il est arrivé par l'État de Washington. Ensuite, il y a eu tout l'Oregon et la Californie qui ont été contaminés et ça s'est propagé jusqu'à New York. Et en fait, les gens, ce qui s'est passé, c'est que nos clients, donc qui travaillaient sur des tournages, ont préféré se mettre en quarantaine eux-mêmes volontairement quitte à perdre de l'argent en fait et à pas aller travailler sur les tournages. Et donc à cause de ça, on a perdu énormément de clients, on a perdu des millions de dollars et du coup vu qu'il y avait plus de chiffre d'affaires, on a dû fermer tout simplement. Et moi j'ai pas vu ça venir, c'est-à-dire qu'un jour on m'a dit écoute Corentin, il faut qu'on réduise le personnel. Donc pour aujourd'hui, on sera que la moitié de l'équipe. Donc la moitié de mon staff, dont moi, est partie. Donc c'était souvent les plus jeunes et les personnes qui avaient plus d'expérience restaient pour tenir la boîte, quoi. Et du coup, après, je suis jamais revenu, en fait. Je suis parti un vendredi midi et je suis jamais revenu dans l'entreprise où je travaillais. Donc, tu t'es confiné, toi aussi? Ouais, je me suis confiné pendant 32 jours dans mon appartement à Brooklyn et après, j'ai dû rentrer. D'accord. Alors, parlons un peu de la réaction du gouvernement face au coronavirus. Comment ça s'est passé concrètement? Comment Trump a réagi? Et les gouverneurs aussi, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Ben, c'est bien que tu parles des gouverneurs en plus de parler de Donald Trump parce qu'il faut savoir qu'en fait, aux États-Unis, le pouvoir, il est séparé. C'est-à-dire que le président de la République américaine ne prend pas toutes les décisions. En fait, les États ont leurs propres lois et tout est régi par le gouverneur des États. Et en fait, Donald Trump peut pas dire oui ou il peut pas dire non à toutes les décisions qui vont se prendre dans le futur. Donc les gouverneurs ont aussi leur mot à dire en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que très rapidement à New York, ils ont fermé toutes les institutions publiques et avant même que les commerces ne ferment, donc les restaurants, les bars, les supermarchés. Bon, les supermarchés sont encore ouverts. Les plus petits ont fermé, mais les plus gros sont toujours ouverts. Et les salles de spectacle, surtout, ont fermé très rapidement. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'avant même que Donald Trump n'appuie sur la gâchette et ne décide de prendre des mesures par rapport au coronavirus, en fait, les gouverneurs de chaque État, et en particulier le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, ils ont été très très réactifs et c'est Andrew Cuomo donc qui a décidé de fermer des écoles petit à petit. Il n'était pas forcément pour au début, mais il a bien été obligé de le faire par la suite. Il a fermé le Barclays Center, il a fermé les musées, tous les musées à New York, qui ont été les premiers à fermer. Et il a fermé j'ai dit, les salles de spectacle à Broadway et puis bien sûr le Madison Square Garden. Et ça a été très rapide et ça s'est fait en chœur avec le maire de New York. Et en fait, ça a été très rapide aux États-Unis. C'est-à-dire que dès qu'ils ont su qu'il y avait potentiellement quelques personnes qui étaient contaminées, ils ont décidé de tout fermer d'un coup. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, il n'y a pas de loi en fait qui force les gens à rester chez eux. Donc, on peut pas demander à la police de contrôler les gens dans la rue et de les arrêter ou de leur mettre des amendes. Si les gens ont envie de sortir, bah écoute, ils sortent quoi. Et c'est comme ça. Et quand je suis parti de New York, il y avait encore plein de gens dans les rues quoi. Et comment ça se passe par rapport aux masques et aux tests? Alors en fait, moi j'ai été testé pour le coronavirus quand j'étais aux États-Unis. C'est-à-dire que dès que j'ai su, donc c'était mes parents qui m'avaient dit qu'ils mettaient des tests en place dans les hôpitaux gratuitement, dans des tentes en fait qui sont à l'extérieur des hôpitaux. C'est qu'ils ont mis ça en place gratuitement. Enfin, soi-disant c'était gratuit, mais une fois de plus, c'est le prix qui est écrit sur le produit. C'est jamais le prix qu'on paye vraiment aux États-Unis. Il faut prendre en compte les taxes et puis tout un tas d'autres choses qui nous dépassent complètement. Donc nous, le client enfin je dis client parce que bon, on sait comment ça fonctionne le système de santé aux États-Unis. C'est un peu particulier, donc on a plus l'impression d'être des clients que des patients. Et on a intérêt à avoir une bonne assurance si on veut être remboursé. Donc moi c'est mon cas, donc j'ai pas de problème avec ça. Mais je pensais aux personnes qui sont un peu plus pauvres, qui sont plus à même d'être touchées par le coronavirus. Pour eux c'est plus compliqué. Mais tout ça pour dire qu'ils ont quand même mis des places en place en test de dépistage pour le coronavirus. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu es là à l'extérieur de l'hôpital, tu fais la queue.
Et après, on te fait rentrer dans la tente, on prend ta tension, donc ton rythme cardiaque, ton rythme respiratoire et la température de ton corps. Il regarde ta respiration, si t'as des problèmes, et il te pose des questions. Et puis après, il te dit que potentiellement tu as le coronavirus et à ce moment-là tu dois aller à l'hôpital, ou soit t'as pas le coronavirus et à ce moment-là tu dois rester en quarantaine chez toi. Mais il faut savoir que ce genre de test qu'on te fait dans les tentes qui sont installées près des hôpitaux, ça dure 5h30 quand même. Moi je suis arrivé dans la queue à 19h et je suis reparti à minuit et demi chez moi. Donc c'est de la queue principalement, enfin tu fais la queue longtemps. Mais le test en soi, Comment? C'est étonnant parce que le test en soi, il n'y a pas d'écouvillon, on te prend pas on te fait pas un test poussé, quoi. Je veux dire, ils vont pas chercher le virus dans des écouvillons. En fait, c'est plutôt un pré-test. C'est-à-dire qu'on va pas prendre d'échantillons de mon corps, par exemple d'échantillons de ma salive pour estimer si pour déterminer si je suis malade ou non. On va vraiment faire des tests basiques comme une visite chez le docteur, juste une visite de passage pour savoir si tout va bien, quoi. Voilà. Et il faut savoir qu'en fait, quand on te dit que c'est gratuit, en fait, c'est pas gratuit. C'est-à-dire que dans les journaux, ça va être écrit partout que c'est gratuit. Mais en fait, moi, j'ai reçu une facture quand même dans ma boîte aux lettres, donc une facture de $1 300. Et parce que coronavirus oblige, à circonstances exceptionnelles, décision exceptionnelle, le corps médical a décidé de faire payer moins cher la consultation aux gens. Donc, ils m'ont fait une déduction de $1 200 sur les $1 300, donc ce qui fait que j'ai quand même $100 à payer pour la consultation. Alors après, ce sera remboursé par mon assurance, mais parce qu'une fois de plus, j'ai de la chance d'avoir une bonne assurance, ce qui n'est pas le cas de la majorité des gens aux États-Unis. Et par rapport aux masques, parce qu'en France, il y a toute une polémique sur les masques qu'on ne peut pas se procurer. L'État n'était pas prêt, en fait, à fournir des masques massivement à la population. Comment ça se passe aux États-Unis par rapport à ça? En France, on est 60 millions d'habitants. Aux États-Unis, ils sont 320 millions. Donc, c'est sûr que proportionnellement, il y a plus d'habitants au kilomètre carré, surtout dans les métropoles comme New York. Mais il n'empêche que j'ai vu beaucoup de gens porter de masques dans les rues aux États-Unis, que quand je suis arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle hier soir, ou même quand je suis allé à la gare Montparnasse, après, j'ai pas vu tant que ça de gens avec les masques. Et c'est là que j'ai compris qu'effectivement, en France, il y avait une pénurie de masques. Il y a même du marché noir de masques, ce qui est assez inquiétant quand même, de voir qu'il y a un marché parallèle là-dessus, quoi. Et justement, tu parlais des gens pauvres et des problèmes qu'ils pouvaient rencontrer pour se faire soigner aux États-Unis. Concrètement, comment ça se passe pour eux? Parce qu'on a vu dans la presse française des articles disant que quelqu'un qui passait 15 jours en réanimation devait payer, je crois, $20 000. Il me semble que c'était ça le prix, voire plus, peut-être. C'est réellement ça? On te présente la facture à la fin de ton passage en réanimation? Et si t'as pas de quoi payer, donc tu t'endettes? Là, je t'avoue que si j'avais la facture sous les yeux, je te la... Enfin, je pourrais même la porter, c'est juste que là, elle est dans mon sac, mais... Bah attends, ça dérange pas si je... Bien sûr, vas-y, ouais. Si je vais la... Vas-y. D'accord, elle est juste à côté. Hein. Donc ça, par exemple, c'est un masque qu'un ami m'a donné, donc qui vient de Washington, parce qu'il travaille dans un hôpital à Washington, et un ami à lui qui travaille toujours là-bas lui envoie une caisse, un carton rempli de masques, donc il m'en a donné un, quoi. Ah, d'accord. Ça, c'est des masques officiels qu'on utilise dans les hôpitaux, donc c'est vraiment du costaud, quoi. D'accord, c'est réutilisable, ouais, on peut le laver, ce masque. Ouais, on peut le laver, c'est du tissu, en fait, c'est en fibre. D'accord. Ok, ouais, c'est pas un masque chirurgical comme on en a nous, quoi. Donc voilà, c'est plus ou moins à ça que ça ressemble, quoi. D'accord, ok. Je peux peut-être lire les chiffres les plus importants. Donc en gros, c'est un service, le dépistage du coronavirus, qui est mis en place par le service des urgences des hôpitaux publics de New York. Voilà. Donc ça dépend du service d'urgence. Donc emergency room amount, donc la salle d'urgence et le prix que m'a coûté la consultation aux urgences, c'était $1 334,79. Ensuite, t'as dû avancer cette somme? T'as dû payer avec ta carte bancaire? Non, je l'ai pas avancé par contre. Mais des fois, ils peuvent demander d'avancer l'argent quand tu es à l'hôpital, quoi. Ça peut arriver. Là, en l'occurrence, c'était pas le cas, mais des fois, ça peut arriver. Ils disent là-dessus aussi Total Payment and Adjustments, donc $1 218,58. Donc ça, c'est adjustments, c'est la réduction qu'ils te font.
Donc après, c'est juste une soustraction, 1334,79 $ moins 1218,58 centimes, ça fait un total de 116,21 $. Et ça, c'est ce que je dois à l'hôpital de Brooklyn pour ma consultation, quoi. Ok, donc toi, tu as décidé de rentrer en France. Et comment s'est passé le voyage et le passage de la frontière? Ce qui m'a surpris, c'est que l'aéroport était vide, en fait. J'étais à JFK, donc dans le Queens, aux États-Unis, à New York. Et le JFK était complètement vide, il y avait personne. J'étais la seule personne dans l'aéroport, c'est la première fois que ça m'arrive. Ah oui. Et en fait, bon, ils te font des contrôles comme ils ont l'habitude, hein, une fouille corporelle, on te passe dans un détecteur pour savoir si tu as des choses sur toi. Et après, voilà, après tu mets tes bagages en soute, tes bagages ils sont passés au laser pour savoir s'il y a des choses dedans qui devraient pas être là. Et après, voilà, tu prends ton avion tranquillement. C'est quand tu arrives sur le territoire américain qu'ils te font des contrôles d'identité et que tu passes au service d'immigration. Mais quand tu sors du territoire américain, t'es tranquille, hein. Il y a vraiment pas de contrôle. Moi, je sais que j'ai passé les contrôles en même pas 5 minutes parce que j'étais tout seul, donc j'ai même pas eu à faire la queue. Et après, quand je suis arrivé en France, bah, Charles de Gaulle, il y avait pas grand monde non plus. Et après, j'ai pris un taxi pour aller jusqu'à Montparnasse. Et à Montparnasse, il y avait un peu plus de monde. D'accord. Toi, t'es rentré il y a combien de temps? Voilà. Hier soir. Ah oui, d'accord, donc c'est très très récent, ok. Ouais, ouais. Et tu dis, à Charles de Gaulle, pas de test, rien, t'es rentré normalement, comme d'habitude. Non, alors, je sais pas d'où ça vient. En vrai, tout le monde me pose la question, est-ce que tu vas te faire tester en rentrant en France? Bah non. Voilà, on vous teste pas quand vous rentrez en France, si ça peut répondre à la question. Mais j'ai choisi volontairement de me mettre en quarantaine pendant 14 jours pour être sûr de pas contaminer mes proches, donc je reste à distance d'eux. Et pour être sûr de pas contaminer les gens avec qui je serais amené à être quand j'irai travailler, quoi. Merci beaucoup, Corentin, pour ton témoignage, c'était très intéressant. Bah, je t'en prie, je vais pas abuser plus que ça de ton temps. Non, J'imagine t'inquiète, que tu c'est un dois avoir plaisir. du travail. À très bientôt. On reste en contact. Bah oui, à très bientôt, ouais. Henri, Oui, bonjour. bonjour, ça va? Oui, ça va bien et toi? Ouais, nickel. Alors, toi, dis-moi, tu es où exactement? Alors moi je suis à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, donc au sud des États-Unis. Ouais. D'accord. Et comment ça se passe là-bas? Bah écoute, ça se passe un petit peu comme partout. Peut-être à la différence par rapport à la France, c'est que nous on a en fait ce qu'ils appellent un stay-at-home order, c'est-à-dire qu'on doit rester à la maison. Mais si tu veux, tu n'as pas de force de l'ordre qui va t'arrêter dans la rue ou de barrage routier pour te demander quelconque attestation. Il n'y a pas d'attestation, il n'y a pas de contrôle par rapport à ce que tu fais. La seule chose, c'est la distance sociale, en fait. C'est-à-dire qu'il faut laisser 2 mètres entre chaque personne. Ça, on va dire que c'est plutôt bien suivi. Après, tu vois des gens dans les parcs, tu vois des gens qui se baladent, tu vois, qui ne sont pas en train de faire leurs courses, quoi. D'accord. Il y a beaucoup de cas en Louisiane ou pas? De cas de coronavirus? Oui, il y a beaucoup de cas pour la raison suivante, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu Mardi Gras juste avant. Ah. Fin février, et Mardi Gras ici c'est quelque chose d'assez important, et il y a 1,5 million de personnes qui sont venues visiter la ville. Ah oui. Fin février, sur 2 semaines. Et globalement, autour de toi, comment les gens perçoivent-ils cette crise? Je dirais que les gens ont quand même assez peur. Ouais. Bon, après, c'est vrai que si tu suis les médias classiques, il y a de quoi avoir peur. Maintenant, je dirais quand même qu'ici, où les gens sont quand même assez effrayés de ce qu'il se passe. Ouais. Ouais. Même si je pense qu'on n'est pas non plus comme dans le nord des États-Unis. Ici, c'est le sud, donc tout est un peu plus cool, un peu plus lent, tu vois, un petit peu comme le sud de la France, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu moins, je pense, catastrophiste que ce qui se passe à New York. Et je pense qu'ils ont, par exemple, je pense qu'ils ont des raisons de l'être puisqu'il y a énormément de cas là-bas. Mais c'est vrai qu'ici, les gens ont peur quand même. Ouais. Et est-ce qu'il y a quand même est-ce qu'il y a des mouvements de foule? Est-ce que les gens font des provisions, se battent dans les magasins, etc. Non, il n'y a pas de choses comme ça. Alors, il y a eu au début, c'est vrai que le jour où ils ont annoncé la fermeture des écoles, il y a eu un peu des cohues dans les magasins où les gens achetaient, tu sais, des sacs de riz, un peu comme en France, du papier toilette, on ne sait pour quelle raison, mais bon, voilà. Enfin, voilà, ce genre de choses, il y a eu.
Et c'est vrai qu'ici, aux États-Unis, tu peux ramener les choses que tu n'as pas utilisées au magasin, même de la nourriture, en fait. Ah oui. Donc, c'est vrai que les gens font des provisions en exagérant. J'ai vu des caddies énormes, mais en se disant, parce que l'Américain vit comme ça, je le ramènerai si je m'en sers pas, en fait. Et là, maintenant, ils ont commencé à afficher dans les magasins, on ne fait pas de reprise sur le riz, les choses comme ça, pour que les gens arrêtent d'acheter en trop grande quantité, alors qu'ils ne l'utiliseront pas, quoi. Ok, donc globalement, une peur. Est-ce qu'il y a aussi une peur vis-à-vis de la crise qui arrive, les crises économiques et sociales? Tu as ressenti ça? Oui, quand même. C'est vrai que les gens font un peu, c'est un petit peu ce qu'on raconte partout dans les médias, donc font un peu le lien en se disant qu'est-ce qui va se passer après. Forcément, il y a des gens qui vont se retrouver sans rien. Les gens intègrent petit à petit que la reprise va être difficile et qu'il va y avoir effectivement de gros soucis économiques. Après, certains pensent que la crise était là avant, d'autres non, mais je pense que la plupart des gens vont assimiler le coronavirus et la crise qui va arriver juste après. Oui. D'accord. Et toi, t'en penses quoi, toi? Moi, je suis pas l'exemple à suivre. Hein, donc... C'est-à-dire que moi, je vais avoir une interprétation qui peut être qualifiée de complotiste, on va dire. Donc c'est vrai que moi, je pense que la crise était déjà là avant. Après c'est difficile de tout lire. J'essaye de suivre pas mal de choses, mais c'est vrai qu'on entend pas mal de choses. Et hier, par exemple, l'annonce du professeur Montagnier, je crois, qui disait comme quoi le virus avait été créé en laboratoire. Il y a tellement d'informations et très rapidement en même temps que c'est vrai que j'arrive un petit peu à saturation. Donc là, depuis hier, je me suis dit que j'allais un petit peu lâcher les informations de tous bords parce que c'est vrai que on ne sait plus trop quoi penser en fait. On se doute qu'il y a quelque chose qui cloche, mais après, est-ce qu'on saura la vérité un jour? Je ne sais pas. C'est vrai que cette crise a mis en évidence quand même la surinformation dans laquelle on baigne en permanence. Ouais. Et là, ça a été un accélérateur, en fait, pour ce phénomène-là, précisément. Oui, complètement. Oui. C'est vrai que là, on a tellement d'informations et les médias qui en font des tonnes. Et c'est vrai que... Et de tous côtés, hein, que ce soit les médias classiques ou je dirais la réinformation qui essaye aussi de montrer un petit peu d'autres visions, quoi, ou d'autres angles de lecture. Et c'est vrai que ça fait beaucoup, en fait. Comme c'est quelque chose qui nous touche au quotidien, on est coincé chez nous, forcément, on a envie de s'informer. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Et en fait, des fois, c'est vrai qu'on se dit, bon, on peut lâcher tout ça et s'en remettre au quotidien, qui est prendre soin de sa famille, son travail, passer du temps avec sa famille, et c'est déjà très bien. Ouais, revenir à l'essentiel, quoi. Ok. Henri, merci beaucoup et bonne continuation à toi. Merci bien, et à bientôt peut-être. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Salut.